Bien, on continue donc notre cours sur ce paramètre de RMN qui est le déplacement chimique. Je rappelle que le déplacement chimique en ppm, le voilà, il nous donne une idée sur la position du signal en RMN et qui dépend de la nature des protons. Les protons les plus acides apparaîtront vers 8, 9, 10 ppm et les protons les moins acides vers les faibles déplacements chimiques. Sur cette diapositive, vous allez voir la position des signaux en fonction de l'environnement des hydrogènes correspondants. Regardez par exemple ici, ça c'est un proton, un hydrogène de la fonction acide carboxylique, c'est un hydrogène acide, il est vers 14, 12 ppm, un déplacement trop grand, un déplacement chimique trop grand, donc un champ trop faible. Pourquoi? Parce qu'il est déblindé. Il est déblindé, cet hydrogène, déblindé, c'est-à-dire il ne porte pas de charge négative, au contraire, il porte des charges positives. Donc sa constante d'écran est faible, donc il nous faut un champ. Je rappelle que le champ augmente dans ce sens, de gauche à droite. Donc pour ces hydrogènes-là, puisqu'ils sont dépourvus de charges négatives, ils sont chargés positivement, leur constante d'écran est faible et donc il leur faut un champ faible et leur déplacement chimique est grand. Au contraire, regardez les hydrogènes liés à un carbone hybride sp3, ce sont des hydrogènes qui sont blindés, d'accord? Ils ne sont pas acides. Regardez leur déplacement chimique, il est vers 1 ppm, vers 1. C'est proche de la référence qui est TMS. Donc il leur faut un champ très fort car ils sont chargés, pratiquement je peux dire négativement, entre parenthèses toujours, ils ne sont pas acides. Donc si je compare les hydrogènes de la fonction carboxylique, qui sont les rouges ici, et ceux du méthyle, des hydrogènes liés à carbone sp3, liés à carbone-carbone, vous voyez la différence de position, et tout ça dépend de la constante d'écran. Ici la constante d'écran est forte pour ces hydrogènes. La constante d'écran est forte, donc il leur faut un champ fort, un déplacement chimique faible. Et là, la constante d'écran est faible, ils sont chargés positifs, donc il leur faut un champ faible, donc un déplacement chimique grand. Entre les deux, regardez la fonction l'hydrogène de la fonction alcool. Là, c'est des hydrogènes liés à un carbone sp3, mais proche d'un atome électronégatif. Alors pourquoi il y a ces rectangles? Comme ça varie de 9 et quelques jusqu'à 14, parce que ça dépend de la nature du substituant qui est là. L'aldéhyde, c'est un hydrogène qui est aussi acide, il est entre 9 et 10 ppm. Là aussi, c'est un hydrogène qui est déblindé, et ainsi de suite. Donc, vous avez des hydrogènes, des aromatiques, ce sont des hydrogènes qui sont liés à des carbones hybridés sp2. Bien sûr, l'aromatique, c'est pas le benzène, ici c'est un aromatique mono, di, tri substitué. Donc, cet intervalle-là, ce petit rectangle, ça varie de 6 jusqu'à 8,5, tout dépend de la nature de substitution et la nature du substituant qui est sur l'aromatique. D'accord? Ce sont des hydrogènes qui sont liés à des carbones sp2 plus électronégatifs que les carbones sp3. Donc il y a un effet, les hydrogènes liés au carbone sp2 sont un petit peu déblindés, comme le cas ici d'un hydrogène lié à un carbone sp2 éthylénique. Vous voyez, regardez ici, et ça dépend des liaisons qui sont sur carbone. Donc ça varie pratiquement de 4 jusqu'à 7. Tout dépend de la nature de substitution qui est là. Et ce sont des carbones qui sont aussi déblindés, parce que le carbone qui est là, est un peu électronégatif, beaucoup plus que le carbone sp3 qu'on a vu tout à l'heure. Alors sur la diapo suivante, bon, c'est la même schématisation des positions des déplacements chimiques en fonction de la nature de R tout simplement. Regardez les hydrogènes liés à des carbones sp3 aux environs de 0,5, en moyenne c'est 1, de 0,5 jusqu'à 5, en moyenne c'est 1. Regardez un hydrogène lié à un acide, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de 9 facilement jusqu'à 12 ou plus. Ça c'est pour l'aromatique, ça varie de 6 jusqu'à 8 et quelques, ça dépend des substituants sur l'aromatique. Donc plus un hydrogène est acide,
plus il est déblindé, donc plus son déplacement chimique est grand, et donc le champ est faible. Donc, en résumé, un hydrogène acide apparaît à une valeur de delta plus grande qu'un hydrogène qui n'est pas acide ou qui est pratiquement qui porte des charges négatives, comme le cas du TMS. Rappelez-vous bien que les hydrogènes du TMS, de la référence, le tétraméthylsilane, sont des hydrogènes qui sont chargés négativement. Donc leur constante d'écran est trop forte. Donc il leur faut un champ très très fort. C'est pour cela qu'on l'a pris comme référence. Donc du TMS jusqu'aux acides, la constante d'écran diminue et donc le déplacement chimique devient plus grand. Bon, c'est une autre manière sur cette diapo de schématiser les positions des signaux. Bon, ici vous avez les aromatiques substitués, bien sûr. Vous avez ici les hydrogènes, donc c'est un hydrogène lié à un carbone sp2, celui de l'aromatique, un hydrogène d'un alcène lié à un groupement éthylénique. Vous voyez le domaine de variation, tout dépend des substituants. Un hydrogène lié à un carbone lié à un halogène, les dérivés halogénés, les alcynes, les alcanes, les alcools, d'accord, les alcools, les pas les alcools, mais les hydrogènes en alpha d'un carbonyle, les alcools et les amines. Regardez les acides ici, c'est pratiquement de 10 jusqu'à 12 ou même plus. Et là, vous avez des aldéhydes. Donc, le déplacement chimique, la position d'un signal, la valeur de delta, tout ça veut dire la même chose. Donc, la position delta d'un signal dépend de la constante d'écran de cet hydrogène ou de la famille d'hydrogène. Plus un hydrogène est acide, c'est le cas ici, plus son déplacement chimique est grand. Donc c'est une indication très importante et l'ARMN nous renseigne donc sur le type d'hydrogène, je dis bien le type, un hydrogène acide, un aromatique, un hydrogène lié à un oxygène, tout ça, l'ARMN, vous aurez des tableaux de résonance magnétique nucléaire où il y a les valeurs de delta qui pourront vous aider à trouver la structure et à trouver le type d'hydrogène. Alors, donc, pour continuer toujours sur les déplacements chimiques, alors, pour en RMN, on a quelques nomenclatures, on parle d'isochronisme, ce sont les hydrogènes qui sont équivalents. Les CH3 d'un méthyle sont isochrones, ils apparaissent à la même, ils vont résonner à la même fréquence. C'est le même environnement électronique, même constante d'écran, même fréquence de résonance. Donc ils sont isochrones. Isochrones veut dire qu'ils vont apparaître à la même position, donc ils vont être excités avec une énergie de même fréquence. Anisochrone, ce sont des hydrogènes de familles différentes. Par exemple CH3 et CH2. Les hydrogènes de CH3 sont isochrones, ceux de CH2, d'un carbone sp3, sont anisochrones. Ils ont des constantes d'écran différentes. Donc, ils vont résonner à des fréquences différentes aussi. Regardez ici un exemple. Nous avons ici le tertiobutanol, le 2-méthylpropane de Hall. Vous avez 9 hydrogènes équivalents. Ce sont 9 hydrogènes isochrones. CH3, CH3, CH3. Pourquoi? Parce que l'environnement est le même. Regardez, ils sont liés au même atome de carbone qui est l'oxygène. Celui-là, il est une autre famille différente des 9. Donc il est anisochrone comparé aux 9 hydrogènes du tertiobutanol. Donc deux familles d'hydrogènes, nous avons deux signaux. Un signal, un pic pour l'hydrogène P, celui de la fonction OH. Pourquoi? Elle apparaît à 3, pratiquement à 2,8 ppm, parce qu'il est lié à un oxygène qui est électronégatif. Donc la constante d'écran ici est faible. Le déplacement chimique va être grand. Et puis les 9 hydrogènes sont là. Un déplacement chimique vers 1,4 ou 1,3 pratiquement. Pourquoi leur déplacement chimique est grand? Est petit, parce qu'ils sont moins acides que celui de OH. D'accord? Donc leur constante d'écran est grande. Donc le champ qu'il faut pour exciter leur spin est fort. Et donc leur déplacement chimique est faible.
voyez ici, toujours dans le cadre de cette notion d'isochrone et d'anisochrone, vous avez ici, pour le chlorométhane, une seule famille, 3 hydrogènes équivalents, ou magnétiquement équivalents, ils sont isochrones. Ici, on en a 2 familles, la famille qui est là, et une deuxième famille qui est l'hydrogène de l'aldéhyde. Donc, 2 familles différentes. Ils sont cette famille CH3. Les 3 hydrogènes du méthyle vont résonner à la même fréquence, ils sont équivalents. Et celle-là est différente. Là, nous avons une seule famille, la molécule est symétrique, 6 hydrogènes équivalents. Ils sont tous isochrones. Là, le propane, 2 familles, les CH3 qui sont là vont apparaître à la même fréquence que ces 3-là, alors que les 2 hydrogènes de CH2 seront différents. Là, c'est ce qu'on a vu auparavant, c'est un alcène. Normalement, il n'y a pas d'isomérase géométrique, parce que les 2 hydrogènes qui sont là, pour les effets électroniques sont les mêmes, et la RMN, il vous dit non, cet hydrogène-là est différent de celui-là, bien qu'ils sont liés au même atome de carbone qui est un carbone sp2. De même. Par contre, la RMN vous dit cet hydrogène est du côté du chlore. Cet hydrogène est du côté du brome. La RMN voit la différence parce que, vous voyez, le voisinage n'est pas le même entre le brome et le chlore, ils sont différents. Par contre, ici, la RMN voit que ces 2 hydrogènes sont identiques. Pourquoi maintenant ils sont identiques? Parce qu'il y a brome, par exemple ici, ou chlore. Donc, la RMN est une technique très puissante, beaucoup plus puissante que les autres, qui va nous indiquer que, en fait, il y a isomérase géométrique lorsqu'il y a un hydrogène, lorsqu'il y a 2 substituants identiques sur un même substitut. En fait, on ne parle pas d'isomérase géométrique, mais on parle de différence entre les 2 hydrogènes. Chose qu'on ne voit pas lorsque vous avez étudié les effets électroniques. Regardez ici, sur cet ester, vous avez une famille là, différente de celle-là, 3 familles différentes. Il y a autant de fréquences là, donc les CH3 qui sont là vont apparaître une fréquence différente de ces CH3. Donc, et bien sûr différent de ces CH2. Il y a autant de signaux de réponse en RMN, de pics, il y a autant de pics que de familles différentes. Alors là, on va voir un petit peu quelques détails sur quel est l'effet inductif. Quel est l'effet inductif sur le déplacement chimique? D'accord? Donc, on a dit tout auparavant. Donc, la question, quels sont les facteurs affectant le déplacement chimique? Bien sûr, les facteurs, ce sont les effets inductifs, les effets mésomères aussi. Donc, delta va dépendre de l'environnement électronique de chaque noyau d'hydrogène. C'est ce qu'on a vu auparavant. Alors, regardez s'il vous plaît, si on étudie l'effet inductif. Alors, plus l'effet inductif est grand, attracteur, c'est-à-dire la constante d'écran qui diminue, plus le déplacement augmente. C'est ce qu'on va voir ici. Regardez ici. Le tétraméthylsilane, silicium, il est électropositif. On a dit qu'on a pris comme référence 0. Parce que les hydrogènes qui sont là, les 12, regardez, sont tous identiques, ils sont chargés négativement. D'accord? Donc ils ont besoin d'un champ très fort, ils sont blindés. Regardez, un même méthyle, un carbone sp3. C'est pas, donc, celui-là, ces hydrogènes-là, sont moins chargés négativement que ceux du TMS. Parce que vous avez ici un carbone sp3 qui, dont l'électronégativité, bien sûr, est un peu plus grande que celle de CH3. Donc vous avez un effet inductif attracteur un peu plus fort. D'où un déplacement chimique qui grandit. L'oxygène, beaucoup plus électronégatif. Donc, ces hydrogènes-là, ces 3 hydrogènes de ce méthyle, vont apparaître un déplacement chimique très grand. Donc, plus l'effet inductif augmente, plus le déplacement chimique augmente. Regardez ce qui est sur ce tableau-là. Le fluor très électronégatif, comparé à l'iode. Regardez, le déplacement chimique
des méthyles avec un fluor sur le carbone à 4. C'est carrément la moitié pour l'iodure de méthyle, l'iode étant moins électronégatif. Donc ces hydrogènes sont un peu blindés comparé aux hydrogènes du fluor. Donc l'électronégativité, vous la voyez ici, plus l'électronégativité augmente, plus le déplacement chimique va augmenter. Parce que les hydrogènes deviennent déblindés et donc le déplacement chimique va bien sûr augmenter. Les effets mésomères, pareil. Alors vous savez qu'il y a des effets mésomères donneurs, qu'il y a des effets mésomères attracteurs. Quand l'effet mésomère est donneur, les hydrogènes sont chargés négativement, leur déplacement chimique il donne, l'hydrogène devient chargé négativement, le déplacement chimique va diminuer. Quand il est attracteur, eh ben c'est l'inverse. C'est le cas ici, regardez cette molécule-là, d'accord? Je vais la comparer à celle-là. Ça, c'est un effet mésomère attracteur. D'accord? Regardez le déplacement chimique. Il est de 6. Regardez la même, à peu près pas la même, le même hydrogène, mais avec un groupement donneur. Le déplacement chimique est réduit de moitié. Celui-là est très acide, car son hydrogène va être chargé positivement sous l'effet de l'effet mésomère attracteur. Et cet hydrogène va être chargé négativement, un peu négatif, sous l'effet mésomère donneur de l'oxygène. Donc vous voyez, du simple au double, facilement, quand on inverse l'effet mésomère. Alors, d'autres substituants entre l'aniline et le nitrobenzène. Sur l'aniline, c'est donneur, c'est NH2, nitrobenzène, c'est NO2, c'est le signal de l'ortho du para et du méta, parce que le déplacement chimique devient petit, parce que le groupement NH2 est donneur. Le noyau aromatique s'enrichit. NO2 est attracteur par effet mésomère. Là aussi, l'aniline est donneur par effet mésomère. Nitrobenzène est attracteur par effet mésomère, un substituant très fort, du point de vue mésomérie attractive. Regardez, les déplacements chimiques deviennent grands. Ce sont les déplacements chimiques des hydrogènes liés au cycle aromatique. L'aniline, le noyau est enrichi, donc les hydrogènes s'enrichissent en charge négative. Leur déplacement chimique, bien sûr, il diminue comparé à ceux du nitrobenzène. D'accord? Donc, c'est bon, je pense qu'on verra des exemples en TD sur des aromatiques substitués pour vous expliquer tout ça, bien sûr. Bon, bien sûr qu'il y a l'effet d'hybridation. Bon, ça, on l'a vu, un carbone sp2 plus attracteur un carbone sp plus attracteur qu'un carbone sp2, plus un attracteur qu'un carbone sp3, et donc l'effet d'électronégativité là aussi apparaît. Alors le solvant, bien sûr, bon, le solvant dans lequel vous faites le spectre de RMN a un effet sur le déplacement chimique. Il y a des solvants polaires et des solvants apolaires, donc il y a un changement de delta en fonction de la nature du solvant. Les liaisons d'hydrogène aussi, ils affectent un petit peu la valeur du déplacement chimique. Plus regardez, c'est ce qu'on a dit ici, pour les hydrogènes qui sont liés à l'azote, AH, AS, aux hétéroatomes. D'accord, il est important de remarquer que dans ces groupements-là, il y a une liaison hydrogène très forte. Donc, le delta diminue avec la dilution pour les liaisons hydrogène intermoléculaires. Donc, plus il y a de liaisons hydrogène, plus le déplacement chimique va diminuer, car les liaisons hydrogène, il diminue la constante d'écran. Bon, ça, on interprétera en TD. Alors, s'il vous plaît, pour cette année au moins, bon, tout à votre niveau, tous les signaux des hydrogènes liés aux hétéroatomes apparaîtront sous forme de singulier. Donc les hydrogènes liés aux hétéroatomes
ne sont pas couplés avec les hydrogènes des carbones voisins. Parce que on dit que les hétéroatomes font écran. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un échange d'hydrogène lié aux hétéroatomes avec le solvant. Donc, leur échange avec le solvant, l'ARMN n'arrive pas à suivre l'échange et donc le couplage n'aura pas lieu. Tous les hydrogènes liés aux hétéroatomes, à l'oxygène, à l'azote, au soufre, vont apparaître sous forme de singulés. Ils ne sont pas couplés. C'est ce que vous voyez ici. Par exemple, tous les hydrogènes liés à ces hétéroatomes vont apparaître sous forme de singulés, car il n'y a pas de couplage. Les hétéroatomes font écran. En fait, ce n'est pas l'écran, c'est l'échange qui est provoqué par le solvant. D'accord? Alors, après avoir vu cette notion de déplacement chimique qui caractérise un petit peu le type de l'hydrogène, donc chaque hydrogène acide aura une valeur de déplacement chimique comparée bien sûr aux hydrogènes liés au carbone sp3 ou bien aux hydrogènes liés aux atomes intermédiaires en termes d'électronégativité. On va passer à un autre paramètre en RMN, très simple. La RMN, c'est ce qu'on appelle l'intégration des signaux en RMN. Qu'est-ce que c'est que l'intégration des signaux en RMN? Si vous prenez ici le cas du paraxylène, c'est le toluène avec 2CH3 en para. D'accord? Alors l'ARMN, c'est ce qu'on a vu sur cet exemple, c'est un alcool. Regardez ici, s'il vous plaît. Ça, c'est l'hydrogène de OH. Il est là, son déplacement chimique est grand, c'est ce qu'on a vu. Les CH2, les deux hydrogènes de CH2 et les 9 hydrogènes de CH3. Donc l'ARMN me dit le type d'hydrogène. Ça, c'est un hydrogène lié à un carbone sp3, qui est le CH3. Un hydrogène différent des deux autres, bien qu'il ait un carbone hybridé sp3, c'est un CH2 et bien sûr OH. Alors l'ARMN va beaucoup plus loin que ça. Il vous dit, vous avez ce type d'hydrogène. Il vous dit combien sont dans la famille, il vous indique le nombre. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Là, il vous dit qu'ils sont 2. Là, il vous dit qu'il y a 1. Alors, ces chiffres-là, 1, 2 et 9, c'est l'appareil qui nous donne ça. Alors, il y a deux manières de faire. Soit qu'il nous donne les chiffres, 9, 2, 1, soit qu'il nous donne ces petits paliers qu'on va nous mesurer et qu'on va traiter pour déduire l'intégration. Donc, on calcule en centimètres ou en millimètres combien il y a dans ce palier. Bien sûr, on va tracer une tangente, on va faire somme DD. Cette tangente-là, on mesure la hauteur de ce pic. Donc, 3 signaux, c'est vrai parce qu'il y a 3 familles, de surface relative intégrante 9 de 1. Alors, s'il vous plaît, je reviens à cette diapositive. Quand on parle d'intégration, regardez le paraxylène. Combien de méthyl? 2 méthyl en para. C'est le paraxylène, c'est l'aromatique avec un méthyl, avec 2 méthyls en position para. Donc il y a sur l'aromatique 4 hydrogènes et il y a 6 hydrogènes des 2 méthyls. L'ARMN me donne le nombre 6, il me donne le nombre 4. Ou bien moi, l'ARMN me donne uniquement le palier qui est là, je le mesure en millimètres, c'est 22 mm, là c'est 33. Je somme 22 et 33, ça fait 55, et je fais la règle de 3. Combien d'hydrogène total dans la molécule? 10. Donc ça, on le fait en franc TD. Alors, d'où viennent ces chiffres-là, 4 et 6? On intègre cette surface. C'est la surface du signal. Ce n'est pas la hauteur du signal, s'il vous plaît, c'est sa surface. Le voilà. C'est la surface du signal qu'on mesure. Ce n'est pas la hauteur. Ça n'a rien à voir avec cette hauteur qui est là. D'accord? Regardez un peu plus en détail. Ça, ces 3 hydrogènes, c'est la surface. L'ARMN mesure cette surface. L'ARMN mesure cette surface. Il y a 2 hydrogènes et là c'est OH. D'accord? C'est la surface du signal. Vous allez me dire, monsieur, là c'est des pics. Non, ce ne sont pas des pics, c'est parce que l'échelle est petite. Si vous faites éclater un petit peu le spectre, vous augmentez l'échelle, et bien celui-là, la surface de ce pic,
celle de celui-là, celle de celui-là, la surface va apparaître. Donc tout dépend de l'échelle que vous étudiez. D'accord? Donc l'intégration nous indique le nombre d'hydrogènes de chaque famille dans le signal. Dans le TMS, normalement, c'est une autre molécule. Ça, c'est la molécule de cet alcool qu'on étudie. Et le tétraméthylsilane, c'est une autre molécule. Donc je reviens à ça. Le pic il est fin, mais attention, c'est parce que l'échelle est petite. D'accord? Alors, on va voir ici, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, dans un exercice que vous aurez traité, par exemple, en examen ou en TD, on vous donne la formule brute, c'est C7H14O, d'accord? On calcule le degré d'insaturation, d'accord? Je pense ici, c'est 1. Et puis, on vous donne ce spectre-là. Et on vous donne ces intégrations. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? Ça, c'est le nombre d'hydrogènes par famille. Mais là, nous avons que une hauteur A, une hauteur B pour ce pic-là, celui-là, et pour celui-là, vous avez une hauteur C. Alors, avec un double décimètre, on peut mesurer la hauteur A, c'est 18, la hauteur B, c'est 6, et la hauteur C, c'est 4. Ça fait 28. Alors, on fait la règle de 3. 28 mm, ça fait 14 hydrogènes. Combien représente 18 mm? Combien représente 6 mm? Avec la règle de 3. Et combien représente les 4 mm? Et donc, vous avez ici, vous allez trouver le nombre d'hydrogènes correspondant à C, le nombre d'hydrogènes correspondant à B, et le nombre d'hydrogènes correspondant à A. Je répète que la RMN, cette fois-ci, c'est l'expérimentateur qui règle ça. Il ne va vous donner que les hauteurs qui sont là, que ces petites paliers. Maintenant, il n'y a pas les chiffres. Donc, vous allez prendre vos double décimètres, je répète encore une fois, vous mesurez la hauteur qui est là, A est égal à 18. Là, voilà. Vous allez prendre votre double décimètre, vous mesurez B, B égale à 6 mm. Là, voilà. La hauteur C représente 4 mm. Je somme le total. Ça fait 28. Et je fais une règle de 3. Donc, 28 correspond à 14 hydrogènes. Combien représente 4? Combien représente 6? Et combien représente 18? Et vous avez le nombre d'hydrogènes dans ce signal, dans ce signal, dans ce... Ça, c'est un spectre fait à la main, bien sûr, c'est pas un spectre réel. Vous avez des petits bien fins, des pics très fins plutôt, et vous avez la référence. Vous voyez qu'on ne s'intéresse pas, on ne s'intéresse pas au signal de la référence, parce que je connais que c'est le tétraméthylsilane, c'est 12 hydrogènes. Alors, l'intégration ici, elle est relative entre les signaux de la même molécule. Je n'ai pas le droit de comparer. Par exemple, ici, je reviens dans la diapo précédente, je n'ai pas le droit de comparer l'intégration de cette molécule-là avec celle du TMS. L'intégration 9 de 1, elle est relative, mais pour la même molécule. Ne jamais comparer l'intégration d'une molécule avec celle d'une autre molécule qui est ici, par exemple, le TMS. TMS à part, et cette relativité existe uniquement entre les familles de la même molécule. D'accord? Regardez ici ce que je vous ai dit. Donc vous avez ici, c'est le cas de l'acétaldéhyde. Vous avez deux familles d'hydrogènes. Le méthyle est là, les hydrogènes du méthyle. Et regardez l'hydrogène de l'aldéhyde. Il est vers 10, je pense, ou 11, vers 11. Non, vers 10. Pardon. Vers 10. Où on mesure l'intégration. Il est là, l'intégration. Bien sûr, vous avez la formule brute. Initialement, vous n'avez pas la structure. D'accord? Et puis celle-là, la voilà. Et lorsque vous allez trouver le rapport, c'est un rapport, c'est ce que je dis, la relativité, vous mettez H1 sur H2, vous allez trouver 3. Bon, ici, parce qu'on connaît la structure. Regardez le cas de l'éthanol, pareil. D'accord? Donc, on va passer à d'autres exemples. Regardez ici. Vous voyez ici une famille de 3. Cette fois-ci, l'appareil nous donne directement l'intégration. La famille de 3, qui sont les deux méthyles qui sont. Regardez, les positions ne sont pas les mêmes. Ce méthyle-là, celui-là, ce méthyle, il est à côté d'un carbone sp2. Ce méthyle, il est là. Et ce méthyle-là, il est trop loin du carbone sp2. Regardez, le déplacement chimique est un peu faible. Alors vous allez me dire pourquoi il y a 3 pics ici, pourquoi il y a un pic là, pourquoi il y a 4 ici. On reviendra à ça par la suite si vous permettez.
Pardon, excusez-moi. Alors, pourquoi il y a, justement, c'est la question que je me suis posée, pourquoi il y a ici, pour celui-là, il y a un seul pic, pour celui-là, il y a 4 pics, et pour celui-là, il y a 3 pics. D'accord? On va répondre à cette question dans notre prochaine présentation.